Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à Libre Ensemble. Que deviennent aujourd'hui les organisations de jeunesse? À quoi ressemblent-elles? Qu'est-ce qui les constitue? Quels en sont leurs enjeux et sur quel modèle ont-elles été construites? Les organisations de jeunesse constituent un pilier majeur de notre société et de sa vie culturelle et associative. Pour en parler, je vous propose d'accueillir deux invités. Bonjour Yamina Goul et bonjour Stéphane Capel. Bonjour. Yamina Goul et Stéphane Capel, merci tout d'abord d'avoir accepté d'être venus, d'avoir répondu à l'invitation. Alors, Yamina, tout d'abord, vous êtes la secrétaire générale de la Confédération de l'organisation des organisations de jeunesse indépendantes et pluralistes. Et vous, Stéphane Capel, vous êtes le président de la Confédération parascolaire ENO. ENO. Absolument. Alors tout d'abord, et pour bien clarifier le débat, pour savoir bien de quoi nous parlons, donc non pas du parascolaire, mais bien des organisations de jeunesse, je voulais que vous clarifiez, si vous voulez bien, à la fois votre activité et pourquoi figure le mot parascolaire dans l'intitulé de la Confédération que vous présidez. Ça mériterait déjà un débat en soi, puisqu'il y a une petite bagarre entre le parascolaire et l'intrascolaire. Alors pour simplifier, on est à la limite entre l'école et la culture, et on essaie d'intégrer une dimension, une plus-value à l'enseignement, au départ à l'enseignement officiel et puis après à tous les types d'enseignement en général. Alors au départ, c'était en 1980, il y en a beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas nés à l'époque, on était encore dans la foulée de mai 68 et il y a plein d'initiatives qui démarrent. Les jeunes veulent vivre autre chose, veulent se lancer dans des expériences théâtrales, sportives, artistiques, musicales et autres, souvent avec peu de moyens et souvent avec aucun outil d'évaluation. Alors la Confédé, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu fédérer ces petites initiatives et leur apporter cette plus-value dont je parlais tantôt, à savoir un metteur en scène, un musicien aguerri, l'accès à des services qui existent déjà, les services de la culture. Professionnaliser d'une certaine façon. C'est un mot que j'aime pas trop, mais non, parce que les bénévoles que je suis ne s'y retrouvent que difficilement. Mais c'est vrai, quelque part, c'est professionnaliser un peu le secteur qui partait dans tous les sens. Donc on a l'impression, l'illusion en tout cas, d'être un plus sans nécessairement s'immiscer dans le projet lui-même. On lui donne les moyens d'aller peut-être un peu plus loin. Très bien. Alors, vous êtes issu du secteur indépendant et vous, Yamina Gould, vous chapeautez une série d'ASBL qui dépendent du décret jeunesse. Vous êtes vraiment dans un secteur officiel et subventionné. Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le décret. Je vois j'ai relevé quelques points de détail. On parle du développement de la citoyenneté des jeunes, le renforcement des attitudes critiques, responsables, actives, solidaires, l'apprentissage du vivre ensemble. Ce n'est pas rien. Comment faites-vous pour avoir un regard à la fois vigilant et quel système mettez-vous en place pour que ces différents prérequis puissent voir le jour? D'accord. Donc je peux préciser peut-être que l'organisation de jeunesse ne veut peut-être rien dire au grand public. Donc je donnerai quelques exemples d'organisations de jeunesse reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Communauté française. Par exemple le CIEP, qui est une organisation qui donne des informations sur les études et les professions. Vous avez les Infor-Jeunes, vous avez ATD Carmonde qui touche un public particulier. Vous avez les mouvements scouts, donc au sein de la Confédération, vous avez les scouts et guides pluralistes. Et ces organisations sont toutes reconnues et subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour être reconnues, c'est aussi répondre à certains critères du décret. Donc nous, en tant que fédération qui chapeautons 35 organisations de jeunesse. Sur les 98 existantes. Sur les 98 existantes. J'en profite pour dire que c'est vraiment une particularité belge, les mouvements de jeunesse en France. C'est beaucoup moins présent. Hein. C'est vraiment quelque chose de chez nous. C'est un secteur assez bien structuré qui est subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles à des niveaux différents. Donc c'est du subventionnement fonctionnement ou du subventionnement emploi, subventionnement sur les activités que mènent les organisations. Et donc les activités qui sont menées sont contrôlées aussi par le service de l'inspection
protection de la culture. Et nous, en tant que confédération, nous chapeautons ces 35 organisations sur les 98, comme vous l'avez dit, et nous veillons effectivement à ce que chaque organisation respecte bien les prescrits du décret. Ces organisations sont-elles en ligne directe avec le jeune? Elles sont sur le terrain, contrairement à la Confédération, qui joue un rôle plus de soutien, de défense, et qui coordonne une série de projets. Donc c'est aussi défendre une certaine philosophie qui est le pluralisme au sein de la Confédération. D'accord. Moi, ce que j'ignorais, c'est que les scouts faisaient aussi partie des organisations de jeunesse. Je pensais que c'était des mouvements indépendants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion et c'est bien qu'on puisse... Leur appellation est mouvement. Leur appellation est mouvement. Très bien. Voilà, mouvement de jeunesse, et les autres sont... C'est un peu ce qui nous distingue. Donc ce sont des mouvements de jeunesse, donc il y a les scouts et guides pluralistes au niveau de la fédération pluraliste, comme il y a les patros, les scouts et guides... Ça, ce sont des noms, alors? Des noms, non, je vais dire. Voilà. D'accord, très bien. Donc Stéphane Capel, pour que nous comprenions mieux, on a parlé des maisons de quartier, des maisons de jeunes, des scouts. Ça, c'est très bien, donc pour qu'on comprenne bien les chapelles, les structures. Et maintenant, à l'intérieur, comment travaille-t-on? Comment ça se passe? Qui sont les jeunes qui fréquentent ces maisons de jeunes et ces mouvements de jeunesse, ces organisations de jeunesse, sachant qu'ici, on touche les individus de 3 à 30 ans, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous, on s'adresse surtout à un public adolescent. Et alors, ça se fait avec un chapeau que vous avez cité tantôt, c'est en faire des CRAC, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Ça reste un leitmotiv. Et même si on est freelance dans le secteur, on a à la fois les avantages de la liberté, mais on a aussi tous les inconvénients de la liberté. Oui, ça, on va en parler après, des questions budgétaires, si vous voulez bien. Donc, en fait, nous proposons une série d'activités. Ça, c'est une première chose. On met en place des actions par rapport à une thématique sociétale, philosophique ou autre, ou bien on écoute un groupe qui nous dit, voilà, nous on a des envies, on voudrait faire ceci, le dernier en date c'est on voudrait lancer un ciné-club dans un endroit où il n'y a plus de cinéma, on a besoin de sous mais on ne veut pas le faire n'importe comment. Là on dit, ok, ça nous intéresse, on va vous aider à ce que votre projet, pas le nôtre, mais à ce que votre projet évolue et arrive là où vous le souhaitez. Très bien. On pourra détailler tout à l'heure les différentes activités, parce qu'il y a des choses vraiment étonnantes. J'ai appris beaucoup de choses en préparant ce dossier. Yamina Goul, quels sont les grands enjeux aujourd'hui des organisations de jeunesse, et aussi quelle est la proportion de l'utilité sociale, parce qu'on parle beaucoup, et c'est ce qu'on lit beaucoup aussi sur vos deux sites, de l'émancipation de l'individu, donc du jeune, du moins jeune, de l'adolescent, de l'émancipation et du développement de soi. On sait qu'aujourd'hui, il y a une proportion qui est parfois un peu tronquée, parce qu'il y a ce que vous appelez, vous, beaucoup le pragmatisme de la société, et donc il y a une aide très efficace à apporter en termes de rédaction des CV, en termes d'aide à l'emploi, de recherche d'emploi, etc. Est-ce que la proportion de l'émancipation, du développement de soi reste toujours... Mais on ne parlera pas en pourcentage ou en chiffres. Je pense que donc pour nous, au niveau de la Confédération et de nos organisations, c'est d'abord l'émancipation du jeune, c'est le vivre ensemble, et c'est le soutien qu'un jeune veut en tout cas trouver auprès d'une organisation. Effectivement, on parlait de certaines organisations qui apportent un soutien direct, comme une orientation scolaire, une orientation professionnelle, et nos organisations sont à l'écoute, en tout cas, des besoins du jeune aujourd'hui. On estime quand même que le jeune, c'est l'avenir de demain, et s'il ne trouve pas une place importante dans une structure telle que les organisations de jeunesse, ils sont poussés à un moment donné, pour devenir des CRACS, c'est de devenir à un moment donné des initiateurs aussi de certains projets. Ils sont partie prenante des projets d'une organisation. Normalement, c'est un des fondamentaux, n'est-ce pas? Il faut que normalement... Tout à fait. Exactement. Idéalement, il faut que le jeune soit lui-même une sorte de génération spontanée, qu'il soit à l'origine d'un projet. Et là, on est vraiment dans le fantasme total, en fait, de ce que ça devrait être réellement. Mais on sait que dans la pratique, c'est pas possible. Je pense que le jeune n'est pas professeur. Oui, mais il n'est pas forcément que consommateur. Donc le jeune, je pense qu'il a énormément de capacités de prendre des initiatives, de s'investir, de s'engager. C'est un engagement volontaire. Donc le jeune, quand il ouvre une porte d'une organisation de jeunesse, il le fait volontairement. Il n'est pas dans une structure telle que l'école, où il y a une obligation scolaire. Le jeune qui rentre dans une maison de jeunes, c'est un acte volontaire de sa part. Et son engagement, il est en fonction de ses besoins, aussi de ses besoins. Très bien. Sachant que vous êtes une association
constitutive du Centre d'action laïque. Est-ce que vous mettez certaines valeurs laïques en lumière, comme l'égalité, l'émancipation, la liberté de choix? Et si oui, comment vous y prenez-vous? Ben, par les thématiques que l'on aborde, je pense que dire évidemment, et ce sont des problématiques titillantes. Par exemple, la politique, c'est pas facile de l'aborder avec des jeunes. Alors on peut le faire avec du théâtre-action. On a mis au point une pièce de théâtre qui s'appelle Élise et nous, ou des faux. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot, parce que ça, c'est vraiment oui. très bien. C'est une sorte de conférence. Ben, c'est presque mieux que ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc avec des comédiens, 3 comédiens qui représentent des partis fictifs, mais dont on connaît très vite les finalités en gros, et une présentatrice qui vient un petit peu faire le lien entre toutes ces personnes. Alors, il y a une personne qui est très embêtante, mais qui est très embêtante, qui ne sait pas s'adresser aux gens, mais qui est d'une précision arithmétique dans ce qu'elle dit. Quand on lui pose une question, elle y répond, il n'y a pas de faux fouillant, mais comme on dit dans nos coins, il n'a pas le tour, quoi, ça ne passe pas. Une autre personne est extrêmement sympathique, mais vraiment populiste plus que ça, on meurt. On lui pose une question, il n'y répond jamais, mais avec un large sourire. Et la troisième personne joue un rôle, le représentant d'une droite extrême, pour ne pas dire autre chose. D'accord, donc là, on a vraiment un exemple Alors de ce là, que c'est comme activité. À la limite de la caricature. Mais là où est le piège, c'est qu'après la présentation fictive des programmes de ces 3 intervenants, on doit voter, évidemment, puisque c'est pour préparer des élections, donc on va voter, et le public va voter. Alors, la personne qui représente l'extrême droite, elle est tout de suite ciblée. Et il y a des noms d'oiseaux qui fusent quasiment à son 3e mot. Je vous ferai grâce de ces noms d'oiseaux, mais c'est très clair. Hitler était nommément cité, enfin bref. Donc on assiste parfois à des choses assez cocasses. Mais par contre, les jeunes se laissent prendre au piège du populisme, en disant « mais ce monsieur, il est extrêmement sympathique ». Et ce monsieur gagne la fausse élection. Alors si ça s'arrête là, c'est un peu dommage. Il y a un débat avec notamment la personne qui représente l'extrême droite et qui dit « voilà, je viens vous remercier de m'avoir hué, parce que c'est en fait, c'est pas moi. Moi, j'ai joué un personnage. Oui, c'est ça. Et donc, on retourne tout comme une chaussette. Et ainsi, l'audience peut comprendre. Mais vous avez vraiment. voté pour ce monsieur, qui est fort sympathique, mais qui ne vous a rien dit. Pourquoi ? On comprend bien l'importance des enjeux, d'un jeu de rôle, en fait, et d'une mise en situation. Et là, il n'y a rien d'imposé, puisque absolument. On amène les jeunes à avoir une réflexion qui peut se poursuivre évidemment dans d'autres lieux et à d'autres endroits. Là, on est vraiment dans le volet émancipation. On a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si on en a déjà parlé, de la pluralité, de la neutralité aussi des ASBL que vous représentez, que vous chapeautez. Une des particularités d'ailleurs de la Confédération des organisations de jeunesse pluralistes et indépendantes, c'est précisément le pluralisme et la neutralité. Et je voulais savoir, est-ce que vous travaillez en interréseau? Tout à fait. Donc, pour nous, en tout cas, le pluralisme, c'est une force. Donc on s'identifie comme confédération laïque, pluraliste, indépendante, de tout pouvoir politique, philosophique et confessionnel. Et donc les activités au sein de nos organisations se défendent également d'être pluralistes. Nos organisations sont elles-mêmes toutes, en tout cas pluralistes. Donc ce n'est pas que la Confédération qui se revendique ce pluralisme, c'est bien en tout cas une charte qui détermine ce pluralisme au sein de notre Confédération et qui a été validée lors d'une assemblée générale par l'ensemble des membres de la COJ. Et donc ce pluralisme, pour nous, on le considère vraiment comme une force. Oui, je l'entends bien de la même façon. Vous aussi, Stéphane, vous avez des exemples dans votre... Parce que vous avez une bonne expertise, j'allais dire une longue expérience, mais une réelle expertise, disons, de ce secteur d'activité. Et je sais que vous êtes aussi assez inquiet et au fait de bien rester dans la neutralité, mais aussi dans la pluralité. Oui, c'est vrai que personnellement, je suis athée pratiquant, donc ça se revendique, mais pas n'importe quand et pas pour faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que nous avons des actions pour tous les jeunes sans considération aucune. De temps en temps, je mets le flambeau dans l'exposition et parfois je l'oublie volontairement en disant je vais accueillir un public qui est un peu différent, qui n'est pas d'une autre sensibilité. Voilà, qui n'est pas d'une autre sensibilité. Donc je dis il ne faut pas non plus provoquer le clash pour le plaisir de le provoquer. Mais je porte toujours des insignes qui montrent quand même mon appartenance à
sinon à une philosophie, du moins à un axe de pensée. Donc on a des interpellations qui sont philosophiques. On fait venir des gens comme Comte Sponville ou autres. Et ça, je pense que ça apporte un plus à la réflexion. Donc on n'impose pas un mode de pensée, on amène des personnes qui peuvent amener des déclics, espérons-le en tout cas. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, non? Non. Moi, je voulais simplement revenir sur vous et sur certains des ateliers que vous proposez dans votre confédération, ou dans les initiatives locales, comme vous les appelez. Alors, il y avait une sensibilisation à l'écologie, une sensibilisation au patrimoine, qu'il soit culturel, folklorique, une sensibilisation à la chose politique aussi. Comment faites-vous pour communiquer de toutes ces initiatives, pour que les professeurs ou que les différents lieux où vous vous situez aient bien l'information? Comment faites-vous pour budgétiser, pour communiquer, pour organiser? La communication, c'est le nerf de la guerre. Hein. L'argent aussi, mais la communication, c'est pas triste. Alors, il y a presque un adage qui dit que celui qui veut être informé, il va trouver l'information. Ouais. Vous pouvez mettre autant d'affiches que vous voulez en face de quelqu'un qui ne veut pas voir, bon, ben ça ne servirait à rien. Donc c'est vrai qu'on utilise les blogs, on utilise Internet, on utilise toutes les techniques de la communication qui nous sont offertes maintenant. Mais on a remarqué que si le sujet ou le projet n'était pas pertinent, voire novateur, les gens se détournaient de la suggestion, des stages, des ateliers, etc. Donc c'est vrai qu'on a un rôle coupole, on a un rôle fédérateur aussi. Donc on ne va pas réinventer la poudre, il y a des gens qui sont extrêmement compétents pour présenter un parc animalier près de chez nous, il y a Peridaisa. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la présentation de certaines animations dans les musées. Et on peut faire une thématique muséale en disant voilà, nous allons avec vous, avec une quinzaine ou une vingtaine de jeunes, dans différents musées et avec une interpellation sur nos racines. Et toujours que si on ne connaît pas ses racines, on est un peu, on dit ça, c'est vrai. On est un peu démuni. Ben, ça fait partie un petit peu de ce plus qu'on peut apporter à l'éducation en général. Je rappelle que vous êtes basé dans le Hainaut, vous êtes en Fédération Wallonie-Bruxelles. On connaît partout des disparités sociales importantes. Comment fait-on avec ça? Comment vous faites, vous, Yamina Goul? Quel est votre point de vue sur l'accès aux différents ateliers, aux différentes activités qui sont proposées en fonction voilà, des moyens de chacun? Donc les organisations sont subventionnées, donc elles sont bien subventionnées aussi pour pouvoir développer des activités. Je pense qu'il y aura toujours le problème de l'accessibilité financière par rapport à certains publics. Et donc, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Soit effectivement l'organisation est en mesure de suppléer. Et la plupart du temps, effectivement, elles y arrivent. Ce n'est pas évident. Et donc, l'argent, les subventions, c'est le nerf de la guerre. Et donc, sans subvention, et il faut savoir que nous rentrons dans une austérité, en tout cas financière. Oui, on va en parler un petit peu plus tard. Oui. Et donc, voilà. Donc, mais en termes d'organisation, nous avons des organisations à Saint-Josse. Donc, le public, on ne s'interroge pas d'où il vient. On sait d'où il vient. C'est un public multiculturel. Nous avons des organisations à Ouam, donc dans le Borinage. Ce sont des organisations qui accueillent une multitude d'enfants de tout milieu. Nous avons une organisation dans un quartier populaire à Liège. Donc, ce sont le public, en tout cas, est assez multiculturel. Et les organisations font en sorte que toutes leurs activités soient accessibles financièrement. Vous, c'est différent, évidemment. Donc vous, je rappelle, vous n'êtes pas subventionné. Donc vous allez chercher vous-même les fonds. Et comment faites-vous d'ailleurs? De plus en plus difficilement. Alors c'est vrai que ce que Yamina dit, c'est si vous offrez quelque chose qui est trop cher, ça passe plus. Et ça, c'est partout, dans tous les publics, même dans le public adulte, il y a des blocages financiers qui se font de plus en plus jour, d'où des initiatives sympathiques pour offrir des places de théâtre à des conditions intéressantes à des personnes qui sont envoyées par les CPAS et autres. Mais c'est un peu les stigmatiser aussi. Donc, ce qu'on fait de bien d'un côté, peut-être que de l'autre, humainement, c'est peut-être pas très, très, très sympathique. Donc c'est vrai que la chasse aux subventions, elle est de tous les jours maintenant. Et on sait que tous les budgets, dans tous les parastataux, à la commune, à la province, sont rabotés. Et nous, on a un personnel qui
qui heureusement nous est fidèle, donc les subventions ne sont pas, elles, nécessairement indexées. Donc on doit trouver des compléments salaires qui font que ça devient de plus en plus difficile. Donc de là à se défaire de personnel, on n'en est pas encore là, mais je crains qu'à terme, tout le secteur d'ailleurs ne soit touché par ces problèmes-là. Parce que la culture, ce n'est pas ce qui est indispensable. Quand on doit faire des coupes sombres dans un budget au niveau d'un gouvernement ou d'une commune, c'est généralement vers ça qu'on se peut-être tourne. un moment sur les éducateurs, les animateurs. Comment faites-vous pour les recruter? Vous faites une démarche tout à fait traditionnelle de... Donc en général, c'est un jeune qui a appris par son voisin, par son copain de classe, qu'il vient de suivre une formation d'animateur dans une organisation de jeunesse. Il faut savoir que c'est très bien structuré. Il y a des obligations de respect, en tout cas du décret. Ce sont des organisations qui sont reconnues et habilitées pour donner des formations à ces jeunes-là. Donc il y a un contrôle qui est fait. Donc ces jeunes viennent, c'est une démarche volontaire. Le jeune en général fait ses 300 heures de formation, 250 théoriques et 150 pratiques. Et puis, mais généralement, quand tout va bien, il reste dans l'association, dans une organisation de jeunesse. Il devient lui-même animateur, puis il peut devenir lui-même formateur, et puis il peut devenir lui-même administrateur d'une organisation. Puis il rentre dans les instances dirigeantes, qui est un conseil d'administration. Et puis, mais, si tout lui sourit, il peut être employé et devenir travailleur dans une association. Donc la démarche est longue. Elle est longue et le secteur des organisations de jeunesse est très mal connu, en tout cas du grand public. Et ce que nous réclamons, en tout cas, c'est une meilleure visibilité. Et aujourd'hui, en tout cas, votre antenne nous le permet. Stéphane, chez vous, le parcours est un petit peu moins administratif, je pense, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que nous, on n'est pas, entre guillemets, coincés par des décrets, mais on n'est pas non plus subventionné. Donc, on a la liberté avec ses avantages et ses inconvénients, comme vous le disiez tantôt. Et c'est vrai qu'on a une obligation de créativité. Si on n'est pas... Qui va assurer votre longévité. Oui, c'est ça. Donc, à chaque année, de nouveaux défis, de nouveaux partenaires. Mais ça va de l'Europe, on a des projets européens, on peut avoir des projets avec des subventions extraordinaires venant de la communauté française. On peut trouver des partenariats avec des intercommunales sur des thématiques qui leur sont proches et intéressantes, comme par exemple les énergies renouvelables actuellement. Donc ça, c'est presque notre tasse de thé depuis 1980, les énergies renouvelables, mais pas dans le sens où on fait de la promotion imbécile pour tout ce qui se passe actuellement, du photovoltaïsme aux éoliennes. Je pense qu'il faut avoir... Vous allez faire plaisir à certains. Ah oui, certainement. Mais il y a des choses qui marchent chez nous, par exemple le solaire passif, ça marche très bien. Les vérandas, les serres, les triples vitrages, tout ça, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que vous avez vraiment un axe écologique, que vous avez une vraie expertise là. D'ailleurs, à la Confédé, il y avait un secteur écologie qui a changé de nom une fois que l'écologie est devenue politique. Parce que ce n'était pas du tout notre projet. On est devenu secteur environnement et on a beaucoup développé cet axe. Mais on est par exemple, dans les années 80, on est allé voir des gens qui s'étaient lancés dans des initiatives solaires, mais avec des éléments de briques et de broc. Donc on avait des éoliennes, clac, 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 clac. On avait des choses extrêmement sympathiques, mais qui marquaient tout de suite leurs limites. Et nous, on ne voulait pas faire de la propagande pour le solaire. Donc on dit, voilà, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait? Et on a plein d'anecdotes sur les aventures qui ont été... Pour revenir aussi à des choses bien concrètes, dans votre coupole, on retrouve des écoles de devoirs, on découvre aussi des ASBL qui forment à la non-violence dans les écoles. Vous travaillez avec l'Université de la Paix. Il y a aussi des initiatives qui sont extrêmement pointues et qu'il faut vraiment, dont il faudrait dire un mot peut-être. Oui, donc elles sont effectivement pointues. Vous avez cité l'Université de Paix. Donc l'Université de Paix travaille sur la gestion de la communication non violente. Elle a un grand investissement dans les écoles. C'est là aussi que le public jeune est touché. C'est là aussi que les professeurs sont sensibles à l'action et aux activités que sont menées par les organisations de jeunesse, parce que c'est aussi un public à toucher, les enseignants, les établissements scolaires. Vous avez la Fédération des écoles de devoirs qui n'est pas dans le champ de l'enseignement, ni dans le décret de l'enseignement. C'est bien une fédération qui est reconnue par la communauté française, qui regroupe 300 écoles de devoirs réparties au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui viennent en aide
aux jeunes en difficulté scolaire. Mais ils ne font pas que de la remédiation, il y a aussi des animations et des loisirs. Donc on associe une série d'activités pour permettre aux jeunes de découvrir le maximum de ce qu'une organisation de jeunesse peut lui offrir. D'accord, alors brièvement, parce qu'on arrive tout doucement au terme de l'émission, on sait qu'il y a eu des coupes budgétaires assez antipathiques. Je voulais savoir ce qui vous semble vraiment... enfin, comment pensez-vous défendre bec et ongle le secteur de l'organisation des jeunesses vu les circonstances politiques et les coupes budgétaires? Donc, défendre le secteur des organisations de jeunesse, donc je n'aurais pas la prétention de dire que je pourrais le défendre toute seule. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, d'abord par le secteur. Donc, les organisations de jeunesse continueront à développer leurs activités. Peut-être moins d'activités parce que peut-être aussi perte d'emploi, étant donné que les subventions liées à l'emploi sont diminuées. Alors, on sait que 2015-2016 seront des années très difficiles pour le secteur socioculturel en général, je dirais même. Et donc, perte d'emploi, c'est perte d'activité. Donc, la responsabilité, en tout cas, de sauver le secteur des organisations de jeunesse et des maisons de jeunes, c'est de la responsabilité également du pouvoir politique. Absolument. Donc notre ministre aujourd'hui, Isabelle Simonis, a cette responsabilité qui est donc bien sur le secteur centre de jeunes et organisation de jeunesse. Je pense que c'est quelqu'un d'attentif, mais le budget ne vient pas que de là. D'accord. Stéphane Capel, un mot pour en finir Oui, les APE dont on parle, donc le personnel qui est dans le secteur culturel et de jeunesse, généralement émarge de ces aides APE. Cette année-ci, je pense que ça va bien se passer parce qu'il y a une diminution de 0,75%. De 12 euros par point. De 12 euros par point. Donc là, on peut faire face. Mais on annonce des catastrophes, des tsunamis l'année prochaine. Donc pour l'instant, on est encore sur notre petit nuage. Ça va bien, mais on s'approche du précipice. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'ici pour nous éclairer. J'espère que vous serez entendu des politiques. Je vous propose maintenant de jeter un coup d'œil à l'agenda. À l'occasion de ses 150 ans, la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente propose une exposition qui retrace son histoire. Cette exposition aura lieu à la Maison du Livre jusqu'au 13 février. Elle permettra de découvrir des œuvres inédites et surtout les archives de Bruxelles ouvriront leurs portes et laisseront le public découvrir certains documents de l'époque. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ligue-enseignement.be. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.